l'héritage et sur la signification profonde de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dont la question du mariage pour tous au fond, et j'essaierai de le montrer, n'a été qu'un phénomène parmi d'autres, un symptôme parmi d'autres pour être concret. Au fond, nous sommes en train de traverser une crise de la transmission. Et il se passe dans notre pays, mais dans nos sociétés occidentales d'une façon plus générale, un phénomène inédit, un phénomène inouï même, quelque chose que même l'anthropologie aurait du mal à étudier, et que peut-être on mesurera dans quelques siècles avec surprise. Il s'est passé ce phénomène tout simple que, en quelques générations, la culture, le savoir, la foi, qui avaient construit une civilisation, se sont perdus, que subitement, une, deux ou trois générations se sont interdits de transmettre ce qu'elles avaient reçu à ceux qui les suivaient. C'est un phénomène inouï, car la transmission est peut-être ce qu'il y a de plus naturel à l'homme, ce qu'il y a de plus instinctif dans l'acte même de l'éducateur, dans l'acte de l'adulte qui, devant l'enfant, vient lui apporter la sagesse qu'il a reçue en héritage et dont il veut, à son tour, faire hériter ceux qui le suivent. Il s'est produit quelque chose d'extraordinairement mystérieux. Et j'en ai eu le premier aperçu, je m'en suis rendu compte d'une façon très claire quand, jeune enseignant, après avoir passé mes concours, je suis arrivé à l'IUFM. J'ai eu la grande chance de faire partie de la dernière promotion des IUFM qui formaient les enseignants. Et le discours avec lequel nous avons été accueillis par un inspecteur général de l'éducation nationale, le discours avec lequel nous avons été accueillis tenait en quelques mots: vous n'avez rien à transmettre. Vous ne devez pas transmettre un savoir. Vous ne devez pas transmettre une culture. Vous ne devez pas faire comme si dans votre salle de classe il y avait quelqu'un qui savait et qui apprenait quelque chose à d'autres élèves en face de lui. Vous savez, nous disons souvent que l'éducation nationale est dans une situation d'échec, qu'elle connaît une crise. Mais ça n'est pas vrai du tout. L'éducation nationale n'est pas du tout en situation d'échec. Elle a parfaitement réussi le projet qui lui avait été assigné. Elle l'a réussi à la perfection. Elle a accompli de façon absolue ce projet de refus de l'héritage, ce refus parfaitement négatif de tous les savoirs que nous avions reçus et que nous nous sommes refusés à transmettre. Parce que transmettre, nous disait-on, c'est aliéner les enfants, c'est les enfermer. La culture générale, disait-on, est discriminatoire. C'est pour ça qu'il faut la retirer des concours des grandes écoles, parce que la culture, ça produit de la ségrégation. Bref, on nous expliquait que la culture que nous voulions transmettre, elle allait enfermer les enfants que nous avions en face de nous, les élèves, les adolescents, les étudiants. Elle allait les piéger, elle allait les déterminer à l'avance, elle allait marquer leur vie, et donc elle allait conduire simplement à reproduire les stéréotypes et les modèles dont nous étions nous-mêmes les héritiers, c'est-à-dire les prisonniers. Nous avons regardé nos héritages comme des prisons, et nous avons refusé de transmettre ces héritages au nom de l'idée que nous nous faisions de la liberté. Parce que la liberté, pour la société contemporaine, parce que la liberté pour la postmodernité, la liberté, c'est le vide. La liberté, c'est le vide d'une existence qui n'est plus traversée par rien, ni par la culture, ni par la nature, et les deux sont exactement la même chose. On peut essayer de comprendre d'où vient ce mouvement, on peut essayer d'en identifier les origines, et je crois que c'est une tâche nécessaire, et j'ai essayé d'y contribuer humblement en écrivant ce petit ouvrage dont on vous parlait. Mais c'est un travail qui reste encore à faire, et chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, je pense, peut faire cet effort de discerner dans le discours commun, dans le langage contemporain, tous les symptômes auxquels nous pouvons reconnaître cette pathologie profonde, cette maladie qui s'appelle la crise de la transmission, le refus de la transmission. En fait, ce qui s'est passé est très grave, parce qu'au fond, nous nous sommes trompés sur la signification même de la liberté. Peut-être n'y avait-il au fond, derrière ce refus de transmettre, qu'une sorte de générosité mal placée. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et derrière ces bonnes intentions qui sont petit à petit devenues une idéologie, qui se sont crispées dans une fiction, qui se sont enfermées dans un mensonge, derrière ces bonnes intentions, il y avait surtout une idée profondément fausse de ce qu'est la liberté. Nous avons cru que la culture enfermait les autres. Nous avons cru qu'elle enfermait ceux qui la recevaient dans des stéréotypes déjà formés. Vous le connaissez bien, ce mot de stéréotype. Il est devenu l'obsession du ministère de l'Éducation nationale. Désormais, les enseignants n'ont plus pour but de transmettre un savoir, mais de déconstruire des stéréotypes. C'est là leur mission première. Déconstruire, par exemple, les stéréotypes sexués qui nous angoissent tant, c'est-à-dire défaire tout ce que la culture nous a laissé pour apprivoiser cette différence de l'homme et de la femme. La défaire parce que derrière cette culture que nous avons à transmettre se cache, croyons-nous, se cache, croit cette idéologie qui nous gouverne, se cache la cause d'une aliénation, d'un enfermement, comme si nous étions prisonniers de l'héritage qui nous a été donné.
Derrière ce refus de l'héritage, il y a la volonté, je le disais, de nous affranchir et de construire une liberté absolue. Le fantasme de la société contemporaine, une liberté du vide, c'est-à-dire une liberté qui n'est plus précédée par rien. Au fond, l'individu contemporain, c'est celui qui voudrait que rien ni personne ne le précède, que rien ne précède son choix, que rien ne précède sa décision. Il veut, l'individu contemporain, pouvoir décider de tout. Il veut ressembler à l'individu qui rentre dans sa vie comme le consommateur dans un supermarché. Je veux pouvoir avoir le choix et choisir librement, sans que personne ne m'influence, sans que personne ne m'oblige à rien. Je veux être un consommateur de ma propre vie et je veux décider de tout. Le consommateur veut avoir le choix, le plus de choix possible. Et tout ce qui enferme, tout ce qui semble enfermer notre liberté de choix, nous le rejetons avec violence. Et c'est la raison pour laquelle nous rejetons la culture. Parce que la culture, c'est vrai, nous précède. En nous transmettant la culture, nos parents ont fait un acte d'autorité. Ils nous ont appris à considérer ce qui était bon et ce qui était mauvais, ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Prenez par exemple la première forme de la culture, cette forme toute simple de la culture, celle qui nous relie ce soir, la langue. Le fait même de parler est un acte de culture. Nous parlons avec des mots, et ces mots sont les mots des autres. Cette langue avec laquelle nous parlons, nous ne l'avons pas inventée. Elle ne dépend pas de notre pure et simple spontanéité. Elle nous a été transmise. Et nous avons dû apprendre à la parler. Nous avons dû entrer dans la discipline de cette langue telle qu'elle nous a été donnée, dans sa grammaire, dans son vocabulaire, dans sa syntaxe. Concrètement, nous avons été à l'école. Nos parents nous ont appris à parler. L'école nous a appris à lire, à écrire. Et pour apprendre à lire et à écrire, nous avons dû apprendre l'exactitude de la prononciation, la justesse de la formule, la rigueur de l'orthographe et de la grammaire. Nous avons fait des dictées, et sur nos dictées, il y avait souvent des taches rouges, et à la fin, nous avions des notes plus ou moins bonnes. Nous avons parfois eu des mauvaises notes. Voilà le traumatisme dont nous voudrions épargner les générations qui viennent. Vous l'avez entendu à plusieurs reprises, ce débat sur les notes, qui devient récurrent, comme si les notes étaient la violence suprême qui avait marqué notre histoire, et dont nous voulions épargner à nos successeurs la peine de devoir la vivre à leur tour. Nous avons dû subir donc l'acte d'une autorité, de cette autorité qui s'est appuyée sur nous, qui s'est exercée sur nous, pour nous apprendre à discerner ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas, ce qui était juste et ce qui était injuste, pour nous apprendre à discerner ce qui était bien dit et ce qui était mal dit, ce qui était d'une formulation correcte et ce qui au contraire était vulgaire. Nous avons voulu déconstruire tout cela, et c'est la raison pour laquelle nous entrons dans l'ère de l'indifférence, parce que cette liberté que nous voulons construire, c'est ce qu'on pourrait appeler la liberté de l'indifférence. Le point commun de toute la déconstruction de la culture que j'ai essayé de retracer, sur laquelle j'ai essayé de revenir progressivement, c'est qu'elle est marquée de façon très profonde par cette obsession de l'indifférence. De fait, la culture, c'est ce qui nous permet de regarder et de considérer les différences qui habitent notre monde. Pour regarder le monde, et le regarder d'une façon juste, aussi étrange que cela puisse paraître, nous avons besoin de la culture. Reprenons l'exemple de la langue. Nous regardons le monde à travers la langue qui nous a été donnée. Et la richesse de notre vocabulaire n'est pas simplement la richesse de notre expression qui nous sert à dire les idées que nous avons déjà formées. La richesse de notre vocabulaire, c'est la richesse de notre pensée elle-même. La richesse de notre vocabulaire, c'est la richesse du regard que nous apprenons à porter sur le monde. C'est pourquoi supprimer les mots à un enfant, ça n'est pas simplement lui enlever les moyens d'exprimer sa propre pensée ou de communiquer avec les autres. Supprimer les mots à un enfant, subvertir leur signification, les confondre et les troubler, c'est supprimer pour un enfant la possibilité même de penser, la possibilité même de regarder le monde tel qu'il est, de le considérer en vérité, dans les subtilités qui le traversent, dans les nuances qui l'habitent. On sait que le vocabulaire des jeunes générations s'est considérablement appauvri, et on sait le mesurer. Le vocabulaire des jeunes qui aujourd'hui sortent de nos lycées a été divisé par 10 par rapport à celui de ceux qui sortaient des établissements scolaires français il y a de cela un siècle ou 80 ans. Divisé par 10. Cet appauvrissement n'est pas simplement, encore une fois, un appauvrissement dans la communication, c'est un appauvrissement dans l'émotion, dans le sentiment, un appauvrissement dans le regard lui-même. Quand vous ne savez plus la différence subtile de nuances qui existe entre aimer, apprécier, aduler, estimer, chérir, et que vous remplacez systématiquement tous ces mots par l'invariable kiffer, ça n'est pas simplement que vous avez peine à vous exprimer, c'est que vous avez du mal à ressentir vous-même la subtilité des émotions qui traversent votre cœur. La différence nous apparaît à travers ce que nous avons reçu. La nature nous apparaît à travers la culture. Et de fait, notre expérience humaine est marquée par ce mystère extraordinaire, que nous sommes par nature des êtres de médiation.
Nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons reçu. C'est là d'ailleurs notre immense différence, notre grande singularité dans l'univers, notre grande différence notamment avec l'animal. L'instinct animal fait des espèces animales des espèces d'immédiateté. L'araignée n'a pas eu besoin d'aller dans une école d'architecture pour apprendre à faire sa toile, ni l'abeille d'avoir enseigné, d'avoir étudié la construction des ruches pour devenir à son tour ouvrière. Les abeilles n'ont jamais eu besoin d'étudier la science politique pour structurer leur société et pour mettre une reine à leur tête. De fait, les animaux sont des êtres d'immédiateté, et cette immédiateté pour nous est fascinante, elle est merveilleuse, elle est une source d'admiration. Mais plus admirable encore est chez l'homme cette expérience de la médiation, pour devenir nous-mêmes, pour accomplir les facultés qui sont propres à notre espèce, la capacité de parler, la capacité de penser, la capacité de décrire le monde et d'y laisser notre trace. Nous avons besoin de recevoir ce que les générations présentes ont à nous transmettre, de recevoir un héritage, de recevoir en héritage une tradition qui nous précède. Cette tradition, encore une fois, elle n'est pas simplement nécessaire pour nous apprendre à nous exprimer, pour nous apprendre à réaliser après coup ce que nous sommes déjà devenus. Elle est nécessaire pour que nous devenions nous-mêmes. Nous avons reçu ce que nous sommes de l'héritage qui nous précède. Et cette expérience magnifique, elle traverse notre existence humaine. Il faut choisir d'une certaine façon. Il faut choisir entre l'acte de reconnaissance qui sauvera la transmission, cet acte qui consiste à reconnaître la valeur de ce que nous avons reçu, la valeur de la civilisation qui nous a été transmise, qui consiste à reconnaître ce que cette civilisation a fait en nous, ce qu'elle a fait grandir en nous de liberté et de personnalité nouvelle. Il faut choisir entre cet acte de reconnaissance et l'ingratitude de la société contemporaine. Aujourd'hui, notre obsession, encore une fois, c'est de déconstruire, tout déconstruire, déconstruire notre héritage, déconstruire la tradition, parce que nous voyons dans cet héritage une source d'enfermement. Et pourtant, le grand paradoxe, c'est que ce n'est qu'avec la langue que nous avons reçue, avec l'héritage qui nous a été donné, avec la culture que dont nous avons hérité, que nous sommes capables de témoigner aujourd'hui de la liberté qui nous fait aujourd'hui, dans une sorte de rage autodestructrice, nous précipiter vers elle pour la déconstruire. Le grand paradoxe, c'est que nous sommes ce que nous sommes par ce que nous avons reçu, par la langue française dont nous sommes des héritiers, par tout cet héritage intellectuel et spirituel que nous avons reçu en dépôt. Dans son dernier ouvrage, Rémi Brague faisait une observation magnifique et inquiétante. Rémi Brague affirme que cet héritage qui nous a été donné et qui a constitué l'Europe telle que nous la voyons aujourd'hui, que cet héritage, nous vivons encore sur lui, comme un rentier vit de sa rente. Mais nous vivons sur lui comme un rentier imprudent, qui gaspille ce qu'il a reçu et qui bientôt le verra disparaître sans pouvoir le reconstituer. Car de fait, quand la culture n'est plus transmise, comment pourrons-nous la reconstruire? La culture, contrairement à l'expression que nous utilisons souvent, la culture n'est pas un bagage, la culture n'est pas un acquis, la culture n'est pas quelque chose qu'on possède, et on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il possède de la culture. La culture est quelque chose qui nous transforme, et quelque chose par lequel on se laisse transformer. La langue que nous avons reçue, pour reprendre cette expérience, la langue que nous avons reçue, ça n'est pas simplement quelque chose que nous tirons avec nous, comme un bagage que nous aurions gardé en dépôt. La langue que nous avons reçue, c'est quelque chose qui nous transforme, c'est quelque chose qui habite ce que nous sommes. Non pas seulement cette langue, mais une certaine façon de parler, et une façon de parler dans laquelle s'entend l'expérience de la littérature, de la lecture, de la poésie, l'expérience de la conversation, l'expérience de la réflexion. Dans notre façon de parler, nous sommes les héritiers de siècles entiers de maturation intellectuelle et spirituelle. Et la moindre de nos paroles, la moindre de nos pensées même, porte en dépôt le signe de reconnaissance de ce que nous devons à cette histoire qui nous précède et qui nous dépasse. Aujourd'hui, encore une fois, nous sommes piégés par cette espèce de rage qui nous conduit à vouloir tout déconstruire au nom de notre liberté d'indifférence. Parce que de fait, déconstruire la culture, c'est déconstruire cet héritage dans lequel nous nous croyons piégés. Déconstruire la culture, c'est déconstruire la tradition par laquelle nous nous croyons influencés à tort. C'est déconstruire notamment cet héritage spirituel et religieux que nous détestons particulièrement parce que nous avons l'impression, dans notre ivresse de laïcité, que la liberté consiste à ne recevoir aucune influence et à tout produire de soi-même. Que la liberté consiste dans une sorte d'autonomie parfaite, dans l'autonomie d'une histoire qui se reconstruit à partir de rien, ex nihilo. Et en déconstruisant la culture, nous voulons aussi déconstruire la nature. En fait, c'est une seule et même chose. Parce que pour ne plus voir les différences qui marquent notre vie, pour ne plus voir ces distinctions qui traversent notre expérience, il faut que nous nous privions de la culture qui nous apprend à les regarder.
Prenez par exemple cette immense différence, qui est la différence entre l'homme et la femme. La différence entre l'homme et la femme est une différence naturelle. Elle traverse nos organismes, elle traverse nos corps, elle traverse nos histoires dans ce qu'elles ont de plus naturel. Et même, j'allais dire, d'une certaine façon, dans leur dimension la plus vitale, la plus élémentaire. Et pourtant, cette différence, pour continuer à la voir, il faut que la culture nous donne les mots pour la dire. Il faut que la culture nous aide à trouver les mots pour en parler. Que la culture fasse mûrir en nous le regard qui l'accomplira et qui l'épanouira véritablement. Déconstruire les mots, semer le trouble dans le genre, affirmer que cette culture n'est que culturelle, et que cette différence, n'est que culturelle, et que, en déconstruisant la culture, nous l'aurons totalement déconstruite. Eh bien, c'est d'une certaine façon vouloir nous affranchir de la nature elle-même, nous affranchir de ce que nous sommes, pour construire à nouveau frais cette liberté du vide qui nous fascine comme un vertige suicidaire. Nous sommes fascinés par cette déconstruction, et nous avons livré toute notre énergie à la déconstruction de ce que nous avions reçu, à la déconstruction de cet héritage qui nous avait été transmis, à la déconstruction de la nature que, elle aussi, nous avons reçue en dépôt. Nous sommes obsédés par cette déconstruction. Et d'une certaine façon, je crois, le plus grave encore, c'est que beaucoup de gens autour de nous, beaucoup de Français, beaucoup de gens de nos sociétés occidentales sont conscients malgré tout de ce qu'ils ont reçu, mais n'osent plus le transmettre parce qu'ils se sentent coupables. J'ai fait pendant l'année qui a été celle du débat sur le mariage pour tous, j'ai fait un très grand nombre de conférences à travers toute la France sur cette question du mariage et de la famille. Et bien souvent, j'ai rencontré des personnes, des adultes, des parents, et bien souvent aussi des grands-parents en particulier, qui à la fin venaient me voir et qui me disaient « Tout ce que vous avez dit du mariage fondé sur l'union d'un homme et d'une femme, tout cela, mais nous y croyons, c'est comme ça que nous avons vécu, et c'est ça qui nous a rendus heureux. Mais de quel droit allons-nous maintenant le transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants ? S'ils veulent vivre libres, il leur appartient de construire à leur tour le modèle de société dans lequel ils veulent exister. » Nous avons fait croire aux parents, et nous avons fait croire aux grands-parents, que le témoignage qu'ils avaient apporté serait une source d'aliénation pour ceux qui allaient les suivre. D'où cette rupture très profonde entre les générations. D'où l'immense souffrance, je crois, dans laquelle bien souvent notre société laisse les aînés, ceux qui justement finissent par se sentir inutiles, parce qu'ils ont l'impression que l'expérience qui est la leur, que la tradition qu'ils auraient à transmettre, que cette expérience-là et que cette tradition, au fond, il ne faut surtout pas la transmettre, il faut qu'ils la gardent pour eux. On leur dit qu'ils sont ringards, on leur dit qu'ils sont dépassés. L'idéal du temps présent, c'est de rester toujours jeune, comme si la jeunesse, qui pourtant est une transition, ce moment de la réception, ce moment où l'on apprend progressivement à devenir soi-même, comme si la jeunesse était une fin en soi. Comme si la crise d'adolescence, ce passage douloureux dans lequel on est tenté de tout rejeter, comme si la crise d'adolescence était devenue le modèle d'une existence heureuse. Nous avons construit une société d'une profonde violence et d'une très grande exclusion. Nous avons construit une société d'une très grande indifférence et d'une très grande solitude, précisément parce que, en voulant déconstruire la culture et en voulant déconstruire la nature, nous avons isolé les personnes les unes des autres, isolé les générations les unes des autres. Nous avons fait comme si nous n'avions rien à recevoir de ceux qui nous précèdent. Et nous avons pris, encore une fois, l'adolescent en crise pour le modèle de ce que doit être une existence accomplie. Mais le propre de l'adolescent en crise, c'est précisément que si personne ne vient le tirer de la crise dans laquelle il se trouve, il se mure dans une solitude par laquelle il se détruit lui-même. La crise que nous traversons, la crise n'est pas d'abord une crise économique, ça n'est pas d'abord une crise écologique, ça n'est même pas d'abord une crise politique. C'est une crise morale, c'est une crise de civilisation, c'est une crise de la transmission. Si nous avons voulu déconstruire le mariage, si nous avons voulu déconstruire la famille, c'est parce que ce sont autant d'institutions culturelles, de constructions culturelles, c'est vrai, par lesquelles l'homme a tenté, pendant des millénaires, d'apprivoiser cette expérience inouïe qu'est la fécondité, le don de la vie, l'amour humain qui ouvre nos existences à la possibilité de la transmission de la vie. Si nous avons voulu déconstruire la famille, c'est précisément parce que d'un seul coup, nous avons laissé entrer en nos cœurs ce poison de l'ingratitude et de la culpabilité. De l'ingratitude qui isole et de la culpabilité qui inhibe. Nous nous sommes sentis d'un seul coup, non pas seulement incapables, mais interdits de transmettre ce patrimoine qui nous avait été légué. Et ce patrimoine est incroyablement beau, il est merveilleux et il est grand. Et peut-être le plus grand témoignage que nous avons à donner à la société contemporaine, c'est ce témoignage de l'émerveillement. De l'émerveillement, bien sûr, devant cette nature que nous avons reçue en dépôt, devant cette nature qui nous traverse, devant, par exemple, pour reprendre cet exemple fondamental, devant la merveilleuse fécondité naturelle de l'altérité sexuelle qui traverse notre humanité. Mais surtout le témoignage de notre émerveillement,
devant le patrimoine culturel dont nous avons été les héritiers, dont nous sommes les dépositaires. Ce patrimoine culturel qui a fait grandir dans notre histoire tant de liberté, tant de génie, tant de grandeur, tant de générosité, tant de noblesse. Ce patrimoine culturel n'a jamais enfermé les hommes. Il ne les a jamais condamnés à une forme de mimétisme dégradé. Au contraire, nous sommes les témoins de la liberté qu'il a fait naître en nous. Nous avons bénéficié de l'autorité de nos parents et de nos grands-parents. Ils ont fait sur nous acte d'autorité. Et cet acte d'autorité au sens étymologique du terme, il nous a fait grandir de notre propre personnalité. L'autorité vient du latin augere, qui veut dire faire croître, faire grandir. L'autorité n'a rien de négatif. L'autorité, au contraire, est ce qui nous élève. L'autorité par laquelle nous avons été des élèves. Et c'est ce qui nous a élevés jusqu'à notre propre hauteur, jusqu'à la hauteur de notre propre humanité, jusqu'à la hauteur de notre propre singularité, de notre propre personnalité. Serions-nous ce que nous sommes aujourd'hui si nous n'avions rien reçu? Serions-nous ce que nous sommes aujourd'hui si nous étions restés, comme le croyait le siècle des Lumières, les enfants sauvages, préservés de l'influence de toute éducation et de toute société? Serions-nous ce que nous avons été sans même les règles, les lois, sans la dimension morale de la culture que nous avons reçue en héritage? Assurément non. Et nous ne serions pas plus libres, et nous ne serions pas plus nous-mêmes, et nous ne serions pas plus heureux si nous avions été préservés de cette autorité dont nous avons été les premiers bénéficiaires. Je crois que c'est cette expérience d'émerveillement qu'il faut faire vivre profondément à ceux qui nous entourent aujourd'hui. Nous regardons la famille avec un regard négatif. Je lisais la semaine dernière un grand hebdomadaire à la une duquel était inscrite cette simple question. Parentalité, parents, quel tyran êtes-vous? Il fallait remplir un questionnaire pour qu'on vous explique si vous étiez plus ou moins tyrannique. Combien de fois avons-nous entendu parler de l'autorité parentale comme d'une concession faite à la liberté de l'enfant au nom de l'ordre public? Il faut bien que les parents fassent acte d'autorité, sinon ça va devenir n'importe quoi la société. Mais ça n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. L'autorité n'est pas simplement une façon de respecter le vivre ensemble, une sorte de règle d'ordre qui permet de vivre les uns avec les autres sans trop entrer en conflit. L'autorité est d'abord ce par quoi nous pouvons devenir nous-mêmes. Et la rencontre avec l'adulte, c'est ce qui fait grandir l'enfant dans sa propre liberté. Il n'y a pas de liberté sans autorité. Il n'y a pas de liberté, et c'est exactement la même chose, sans transmission. L'acte de la transmission, l'acte d'autorité, c'est le plus grand acte d'amour qui soit. Et c'est devant lui que nous devrions nous émerveiller à notre tour. Cet acte d'autorité, c'est celui que la société, dans son ensemble, n'arrive plus à faire. Lorsqu'elle considère qu'il ne faut pas dire non, lorsqu'elle considère qu'il faut dire oui à tous les désirs, même les plus délirants, parce que, au nom du désir individuel, au nom de la liberté de chacun, il faudrait tout autoriser. Cet acte d'autorité, c'est celui que la société ne se reconnaît pas le droit de poser à nouveau. Eh bien, c'est précisément sur lui que nous avons à poser à notre tour et à faire poser à nos contemporains un acte d'émerveillement. Pendant l'année du débat sur le mariage pour tous, nous le savons, nous avons été en permanence insultés, caricaturés. Nous avons été moqués sans cesse, comme si nous étions simplement les tenants crispés d'un ordre rétrograde, comme si nous étions simplement en train de défendre nos valeurs, en train de défendre nos petites chapelles. Mais ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Et la grâce particulière du mouvement des veilleurs a été peut-être de nous ramener à ce qu'il y avait d'essentiel dans notre combat, c'est-à-dire revenir à la culture, revenir à la transmission, revenir à notre héritage, revenir à l'expérience toute simple de l'émerveillement devant ce que nous avons reçu. Rien n'est plus urgent que l'acte de la reconnaissance, que l'acte de cet émerveillement. Rien n'est plus urgent que de redécouvrir le sens de la beauté de ce que nous avons reçu en héritage, la beauté de ces institutions juridiques, politiques, sociales, à travers lesquelles nos aînés, nos ancêtres nous apprennent à reconnaître la fécondité de l'expérience humaine à l'intérieur de l'institution du mariage. Reconnaître la beauté de notre culture, de notre langue, reconnaître la beauté de notre tradition intellectuelle, philosophique, reconnaître la beauté de notre tradition spirituelle. De tout cela, nous devrions être capables. De tout cela, nous devrions être, en tous les cas, certains qu'il s'agit là de la principale urgence. J'aurais peut-être un tout petit point de désaccord avec le texte d'Alain Finkielkraut qui vient d'être lu. Ce n'est qu'un tout petit point de désaccord. Alain Finkielkraut se demande quelle société va naître et il nous demande de considérer quelle est la société nouvelle qui naît de ce que nous avons détruit de transmission à l'intérieur de nos écoles et de nos familles. Mais je crois profondément qu'aucune société ne naîtra de la disparition de la transmission. Ce qui est en train de se produire, ce n'est pas l'avènement d'une nouvelle société. Ça n'est pas un changement de civilisation.
ça n'est pas le basculement vers une nouvelle façon de vivre ensemble. Ce qui est en train de se passer, c'est la disparition de la société. Aucune société ne naît quand la transmission ne s'opère plus. Dans l'absence de la transmission, ne naît que la solitude vide et indifférente de l'isolement des individus. Cet isolement poussé à l'extrême, jusque dans la violence radicale de ces publicités qui prônent l'infidélité, qui prônent le mensonge, qui prônent la solitude totale dans laquelle plus aucune relation de confiance ne peut s'établir, la solitude même à l'intérieur du couple marié. Aucune société ne peut naître de ce mensonge poussé à grande échelle, de cet isolement construit comme une stratégie d'existence, de cette suppression de toute relation qui est la conséquence du refus de la transmission. Aucune société ne naîtra de cela. Aucune civilisation ne naîtra. Et Madame Taubira nous a menti lorsqu'elle nous a dit qu'elle changeait la civilisation. Elle ne la changeait pas, elle l'abîmait. Elle contribuait à l'appauvrir à nouveau en faisant disparaître de l'institution du mariage ce qui était constitutif de sa nature et de son essence. Voilà ce qui est en train de se produire. Et voilà précisément l'urgence qui doit nous habiter. L'urgence non pas d'un combat crispé pour des valeurs particulières et partisanes, non pas l'urgence politique de la construction de partis et de structures, mais l'urgence profonde d'une conversion intérieure, de l'expérience de l'admiration, de l'expérience de l'émerveillement, de l'expérience de la reconnaissance par laquelle seul notre monde pourra être sauvé. Voilà simplement ce que je voulais vous faire partager ce soir. Et je crois profondément que nous n'avons pas de raison de désespérer. Au contraire, nous avons toutes les raisons d'espérer. Et je voudrais conclure par là. La seule raison qui nous reste d'espérer, mais elle suffit à emporter la totalité de notre espérance, la grande raison que nous avons d'espérer, c'est que nous sommes là ce soir. L'acte que nous posons ce soir en venant ici, l'acte que vous posez ce soir, en étant si nombreux ici, dans notre ville, au milieu de notre patrimoine, au milieu de notre héritage, l'acte que vous posez ce soir ensemble, c'est précisément l'acte le plus nécessaire qui soit aujourd'hui, c'est celui de la fidélité.